en Suède, à Göteborg, chez vous, Keolis, ou aux Pays-Bas, à Amsterdam, chez vous, Transdev, vous pratiquez la charge rapide au terminus. En Angleterre, il se trouve que l'idée de l'essayer vient juste d'être abandonnée. Et en France, les opérateurs, ils semblent vraiment réfractaires. Alors, comment expliquez-vous les uns et les autres cette différence? Est-ce qu'elle n'est toujours motivée que par des raisons purement techniques? Nicolas Cartier, pour la RATP, vous avez fait un choix très très raisonné, très très argumenté. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots les raisons qui ont fait que vous avez adopté d'emblée la charge lente en dépôt? En dépôt. Alors, d'abord, il y a la première question, c'est la faisabilité. Effectivement, à partir du moment où le bus n'est pas chargé en ligne, il faut s'assurer que son autonomie est suffisante pour faire un trajet sans augmenter, enfin sans nécessiter des allers-retours supplémentaires qui vont créer une augmentation des coûts parce qu'on va acheter des bus supplémentaires, on va avoir des problèmes de remisage parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, il faut que ce soit faisable. Et c'est pour ça que dès le départ, quand on a lancé notre projet, on a annoncé des chiffres de l'ordre de 180 km d'autonomie. Alors en toutes circonstances, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas uniquement les jours où il fait beau et où il y a du vent favorable, quoi. C'est 180 km tout le temps quand il fait froid, etc. Donc on a annoncé ça, 180, 190, et parce qu'avec ces chiffres-là, on estimait que c'était faisable par les tours qu'on avait pu voir avec les fournisseurs, et ça se confirme, et puis que nous, dans notre exploitation, c'était acceptable sans augmenter les allers-retours. Voilà, donc ça, c'est un, il faut que ce soit possible. Deux, quand c'est possible, c'est clairement un avantage, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'identifie, parce qu'on évite les infrastructures en ligne, donc qui sont effectivement une complexité. Alors c'est peut-être, vous citiez l'étranger, il n'est pas impossible que les contraintes françaises soient particulièrement significatives par rapport peut-être à ailleurs où il y a toujours 1000 bonnes raisons enfin, qu'il faut pas faire, il faut pas installer un portique ou un pantographe. Bon voilà. Donc on identifie ça comme un vrai souci. Et puis il y a un autre souci qui est important, c'est la souplesse d'exploitation. Alors c'est particulièrement vrai à Paris. Un bus, quand il roule au quotidien, il n'arrive pas forcément jusqu'à son terminus avec les perturbations. Il y arrive quand même heureusement la majorité du temps, mais aussi il y arrive parfois, le temps de parcours va être augmenté et ça fait que le temps disponible en terminus va être plus faible. Et donc on est obligé de repartir relativement vite pour se remettre à l'heure. Et ça, c'est pas très compatible avec une infrastructure. Voilà. Donc c'est un peu ces paramètres qui nous ont conduit à privilégier la charge de nuit, hein, enfin la charge au dépôt, hein, parce qu'on peut en faire aussi le jour. Mais c'est toujours conditionné par la faisabilité. Donc certains l'ont dit, quand il y a un besoin de 300 km par jour, c'est clair qu'il y a un moment, on va pas pouvoir embarquer des batteries ad vitam aeternam, enfin dans des conditions. Donc il y a un moment où la charge supplémentaire en ligne va être indispensable. Mais il se trouve qu'en Ile-de-France, on n'est pas trop confronté à ça. D'accord. Et puis après, il y a une question, parce que là je parle beaucoup du standard. L'articulé, enfin, peut se décliner, mais c'est vrai que le marché aujourd'hui, il est plutôt tiré par la charge en ligne pour les articulés. Donc nous, on va travailler pour avoir aussi de la charge lente pour les articulés, mais le marché est un peu moins mûr. D'accord. Tanguy Bouton, à Eindhoven, vous devez organiser des rentrées de voitures, de véhicules au dépôt, en fait, en milieu de service. Vous le ressentez comme une contrainte, en fait. C'est quand même un problème, quelque part. Une petite difficulté supplémentaire. Alors, c'est vrai que c'est un challenge en plus. Hum, Il se trouve que le terminus principal des lignes électrifiées à Eindhoven est à la gare routière. hum. Et en fait, tout simplement, il n'était pas possible de recharger, d'ajouter les véhicules à l'arrêt avec des temps de charge en complément, enfin, vis-à-vis de l'espace disponible. Hmm. Donc, il y avait une impossibilité opérationnelle
sur ce point. C'est pour ça que le choix a été fait de recharger tous les véhicules à 1,5 km de ce point-là, qui est en fait le point de notre dépôt actuel. Donc effectivement, il y a des relèves de véhicules où les véhicules qui n'ont plus assez d'état de charge dans les batteries vont être apportés à vide au dépôt et vont être échangés par un véhicule qui aura été chargé entre-temps, ce qui génère un besoin en véhicules supplémentaires par rapport à avec une offre kilométrique commerciale équivalente. Vous l'estimez à combien cette augmentation en fait du parc de manière à pouvoir maintenir l'offre précédente? Alors, c'est un point très critique. Aujourd'hui, on n'a pas observé de réels chiffres qui ressortent de chaque type d'exploitation. Ça va dépendre des technologies de batterie, des temps de charge, des distances au pied, etc. Mais aujourd'hui, on est plus ou moins autour de plus 11% de véhicules dans ce cadre d'exploitation avec de la charge rapide et des haut-le-pied. Nous avons aussi des véhicules articulés sur le réseau d'AML à Amsterdam, où là, les véhicules n'ont pas besoin de faire de haut-le-pied, donc d'aller rejoindre un endroit pour se recharger, étant donné que les installations de charge sont sur la ligne. Et là, par contre, le seul impact est vraiment les temps de charge et non pas les distances en haut-le-pied. Donc, on a un chiffre qui est inférieur à 11% par rapport à Eindhoven. Et en cas de retard, par exemple, la marge de régularité risque d'être mangée en quelque sorte par le temps de recharge au terminus. Alors c'est un point, il est clair, très critique. Il se trouve que quelque chose qui est un élément bénéfique pour n'importe quel réseau de transport en commun autobus, pas spécifiquement un véhicule électrique, c'est les voies dédiées et la priorité au feu, chose que nous avons sur nos 2 réseaux des Pays-Bas, et qui fait que les variations de temps de parcours sont très réduites en fonction des heures de pointe ou des heures creuses, étant donné que la voie n'est pas partagée avec d'autres véhicules. On se rapproche de systèmes BHNS, de bus à haut niveau de service, et sur lesquels la régularité est bien plus simple à gérer, étant donné que la voie n'est pas partagée avec les automobilistes. Et chez vous, Jean-Marc Ducrot, à Göteborg par exemple, réseau exploité par Keolis, est-ce que ça représente pour vous une difficulté supplémentaire que d'avoir cette charge rapide au terminus systématique? C'est clair que pour un exploitant, aujourd'hui, le référent reste encore le diesel historiquement, où on n'avait pas l'habitude d'avoir des infrastructures en ligne. Donc mettre des infrastructures en ligne, c'est une contrainte qu'il faut appréhender et maîtriser le mieux possible. Aujourd'hui, à Göteborg, en plus, il y a d'autres contraintes, c'est climatique. Aujourd'hui, il faut comprendre que pour un bus électrique, 50% de l'énergie embarquée n'est pas pour la mobilité, mais est pour faire marcher les auxiliaires, la suspension, la direction, enfin tout ce qui est consommateur d'électricité. Et puis en plus, si on est dans un pays très froid ou très chaud, le confort thermique, qui est vraiment un des éléments les plus consommateurs d'un véhicule électrique. Donc après, fort de ces paramètres, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse toute faite sur l'électrique. Il faut vraiment analyser toutes les conditions d'exploitation de la ville, s'il y a des fortes pentes, si la ville est plate, les températures extrêmes. C'est pour ça qu'on fait des analyses sur une vingtaine d'années pour voir les conditions extrêmes. Parce qu'on est dans un cas, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est le worst case, c'est-à-dire le jour où tous les paramètres sont au maximum, il faut être capable de faire l'exploitation. On le voit, nous, sur certaines lignes, avec un bus batterie recharge au dépôt, on va d'une autonomie de 170 à 240. Une expérience, je vais te donner la ville, à Orléans, notamment, on ne peut pas dire que ce soit une ville très froide ou une ville très chaude, mais ça vous donne l'ordre d'idée de fenêtres d'autonomie entre le cas le plus complexe et le cas le moins complexe. Et Philippe Gardner, vous êtes le fournisseur de Keolis à Göteborg. Volvo a défendu pendant longtemps la charge rapide et aujourd'hui en fait a une approche très très pragmatique sur où faire de la charge rapide et où faire de la charge lente. Vous pouvez nous en parler un petit peu là? Oui, bien sûr, je reprends un peu des propos de
monsieur de Keolis, il n'y a pas de solution universelle. Donc c'est vrai qu'on a démarré très tôt dans la partie électromobilité avec entre autres cette ligne à Göteborg qui a démarré en exploitation commerciale je crois en 2015. Et en fait à l'époque l'autonomie des batteries, les contraintes climatiques faisaient que la solution qui s'imposait c'était cette notion de charge en ligne, en bout de ligne, hein, puisqu'en gros les véhicules se rechargent entre 3 et 6 minutes au terminus. Et je dirais qu'en fait, ça a été intégré dans les phases amont du projet. C'est pour ça qu'on parle de concertation préalable. Et en fait, ils en ont même fait un atout, puisque du coup, on se retrouve avec un arrêt indoor qui est extrêmement confortable et en fait une immobilisation du véhicule pour rechargement qui s'inscrit entre guillemets dans la tournée habituelle ou dans le graphiquage de la ligne. Et en fait, à l'époque, l'idée de Volvo sur cette orientation, je dirais, recharge en ligne, c'était de diminuer l'impact environnemental batterie, de diminuer le poids des batteries également. Et à l'époque, bon, sur cette technologie batterie qui est sans cesse en évolution, avec cette recharge en bout de ligne, on avait la certitude de pouvoir opérer la ligne avec un taux de disponibilité important, ce qui a été le cas, Oui. hein, puisque je crois qu'on est même plus fiable que les véhicules standards ou au même niveau en fait. Tout à fait, ça marche très bien. Voilà. Oui, Et après, c'est on a remarquable. écouté ces messieurs, donc à ma gauche et à ma droite, les grands opérateurs de transport, et on a écouté ce qu'ils avaient à nous dire en termes de contraintes d'exploitation. La batterie, les technologies batterie ont évolué également, et au travers de, je dirais cet échange, on a évolué en proposant maintenant des véhicules qui sont mixtes, qui permettent à la fois la recharge en ligne et la recharge en dépôt, de façon à pouvoir s'adapter au maximum de cas d'utilisation. Exactement, là, il faut voir que le modèle de Göteborg aujourd'hui, c'est un modèle qui date déjà de 5 ans au niveau Exactement. de l'analyse. Tout à Donc fait. aujourd'hui, ça serait à refaire, on referait certainement des choses complètement différentes. Et le paramètre qui a très bien été mentionné, c'est l'évolution de la technologie qui va à une vitesse vraiment très rapide. Donc, quelle sera l'autonomie dans 5 ans, en 2025? C'est nous, en tant qu'opérateur, c'est des vraies problématiques et des questions qu'on pose aux constructeurs pour savoir, projection dans 5 ans, qu'est-ce que sera la techno? Justement, on va y venir un petit peu plus loin. Éric Balevier, pour Mercedes, vous êtes parti d'emblée, vous êtes parti, disons, plus tard, et vous êtes parti plutôt pour la charge lente. Aujourd'hui, alors c'est très lié au marché puis à l'évolution, à la maturité des batteries aujourd'hui. On revient aux échanges qu'on avait. On sait tous mettre aujourd'hui la consommation en kilowattheure par kilomètre liée au confort thermique. Il est ce qu'il est. Donc on a préféré aussi travailler sur l'innovation au niveau du confort thermique en intégrant le compartiment voyageur, les batteries, les auxiliaires pour consommer le moins possible. Et avoir des coûts de possession le plus linéaire sur une durée, mais il y avait vraiment une problématique là-dessus. Et un retard, entre guillemets, de lancement sur les véhicules qui était aussi lié au développement d'une nouvelle chaîne de traction avec des moteurs roues électriques pour prévoir d'ici fin 2021, début 2022, l'évolution, le switch rapide sur un véhicule à hydrogène. Donc on parle d'évolution des technologies, on commence tous à avoir des retours d'expérience, mais qui restent très limités. On a des retours d'expérience de millions de kilomètres, chacun sur des moteurs diesel, où on sait s'engager, et ça reste difficile même avec ça, sur des coûts de possession, sur des disponibilités, de la fiabilité. Et aujourd'hui, on est déjà en plein lancement d'une filière électrique, à commencer à prévoir le switch sur la prochaine génération. Et Benjamin Bailly, d'entrée de jeu, vous avez annoncé que pour l'Aptis, c'était ouvert et vous ne privilégiez ni un mode ni l'autre. Oui, c'est ça. On a voulu rester ouvert en fonction des besoins. Je pense que c'est ce que M. Ducrot a dit. En Suède ou dans des pays très chauds, on sait qu'aujourd'hui, ce qui est le plus contraignant en termes d'autonomie, en termes de consommation, ce sont les températures extrêmes et donc le chauffage et le refroidissement. On peut imaginer que dans ces pays-là, il y aura besoin de faire de la recharge assez souvent. Dans une ville comme Paris, où on va avoir beaucoup de bouchons, des lignes plus courtes, on peut imaginer qu'effectivement, avec une autonomie de 200 km, on peut couvrir 60, 70%, 80% des besoins. C'est sur ces choses-là qu'on essaye de réfléchir, de calculer, et en ayant une approche un peu globale, on peut imaginer répondre à un besoin avec 2 types de technologies différentes combinées au sein d'un même réseau.
J'aimerais que l'on aborde maintenant la question de l'interopérabilité, parce que c'est une question, je crois, qui est importante. Bon, qui suppose que les interfaces soient standards et que les protocoles d'échange restent les mêmes entre véhicules et stations de charge. Ce n'est pas le cas, par exemple, sur le BHNS d'Amiens, mis en service le 11 mai dernier, et pour lequel le constructeur utilise donc un système propriétaire. Clairement, si un opérateur veut avoir plusieurs fournisseurs, je pense par exemple à la RATP, hein, et s'il entend garder en plus sur le long terme un minimum de flexibilité dans la répartition de son parc, entre les différents dépôts, il ne s'agit pas finalement d'adopter un système pour un centre-bus, un autre système pour un centre-bus. Bon, cette interopérabilité semble incontournable. Donc, d'abord, oui, Jean-Marc Ducrot, est-ce qu'à Amiens, ça peut un jour vous poser un problème? Pas spécialement après l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a différents modes de charge. On a des pantographes qui sont liés au totem, d'autres qui sont liés au véhicule. C'est déjà deux connexions différentes. Après, malheureusement, ça va être un peu au constructeur de s'adapter. On l'a vu un peu dans la présentation de Mercedes, et d'offrir plusieurs possibilités de connexion du véhicule à un standard existant. Après, les protocoles d'échange, aujourd'hui, il y a des organismes, il y a un organisme européen qui travaille dessus pour standardiser un petit peu tout ça. Il y a différents acteurs ici présents qui travaillent sur ce dossier, le SENELEC, qui va permettre d'avoir des protocoles d'échange entre la station et le véhicule commun à tous les constructeurs. Ils devront s'aligner, ça va être dans les cahiers des charges, et ils devront s'aligner à ces protocoles. Philippe Garner, je crois que Volvo avait été assez en amont de ces problématiques de réflexion sur les infrastructures de charge. Vous pouvez nous en dire un mot éventuellement? Oui, je dirais qu'on a rapidement compris que la notion d'interopérabilité était importante, puisque à partir du moment où le système est propriétaire, ça pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où on peut plus considérer l'investissement comme un investissement d'infrastructure. Donc on a travaillé entre autres, je dirais, sur un système de rechargement avec pantographe inversé. Donc le pantographe est unique et sur la station de charge. Par contre, on a fait ça avec un certain nombre de confrères constructeurs et on s'est fixé la règle de ne pas déposer de brevet, de façon à ce que tout nouvel entrant puisse effectivement en fait équiper ses véhicules de systèmes compatibles avec ce système Upcharge. Et en fait, pour la charge en dépôt, on travaille sur Combo 2 CCS qui a l'air de s'orienter en fait fortement comme le standard d'avis. Je vous propose maintenant de parler performance en termes d'autonomie et de temps de charge. Les opérateurs veulent connaître de façon précise les performances de leur véhicule. Ils veulent être aussi assurés, vous le rappeliez Nicolas Cartier, de la durabilité de ces performances dans le temps, et cela quelles que soient les conditions météorologiques rencontrées, qu'il fasse grand froid, que la chaleur oblige à climatiser. Et déjà, comment chez vous, là, les opérateurs, vous vous mettez en ordre de marche pour pouvoir vérifier in situ les performances annoncées par les constructeurs? Nicolas Cartier, peut-être pour la RATP. En fait, il y a effectivement une vraie question sur les performances réelles des véhicules. Je vous l'ai dit, on va déployer des centaines de bus à un rythme important. Et donc, on a vu que l'autonomie, c'est un point fondamental. Par exemple, l'autonomie, et on ne peut pas se permettre trop d'approximations, parce que l'approximation, ça veut dire des mises au point, ça veut dire de prendre de la marge ailleurs. Donc ça veut dire par exemple acheter plus de bus ou avoir un taux de réserve supérieur, ce qui est extrêmement... Alors ce qui peut être acceptable quand on achète 30 bus, nous avec nos premières expérimentations, quand il y a un petit pépin, c'est pas, on sait gérer. Par contre, quand on a 200 bus dans un dépôt et que il y a plus que des bus électriques, on est au taquet, le taux de réserve c'est 10% et c'est pas plus, là on peut pas se permettre d'avoir des approximations.
Donc il faut qu'on soit assez clair sur les performances. Donc on y travaille de notre côté. On spécifie, on essaye d'avoir des exigences qui soient le plus mesurables possible dans les appels d'offres, parce que c'est facile d'annoncer on veut 200 km dans les circonstances telles, mais comment on reproduit ces circonstances? Si c'est pas testable, bah c'est pas si puissant que ça hein, dans un appel d'offres. Donc voilà, donc il faut y travailler, et donc on y travaille de notre côté. On travaille aussi avec tout le monde pour normaliser des essais, parce que je crois moi beaucoup, enfin on l'a fait sur le diesel, il faut qu'on le fasse sur l'électrique, surtout sur ce sujet qui est extrêmement stratégique. Sur le diesel, c'était important par rapport à la pollution, c'était important par rapport au coût de consommation. Sur l'électrique, c'est encore plus important parce que c'est vraiment le cœur d'utilisation du véhicule. C'est est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'on va rouler toute la journée? Donc il faut que ces performances soient indiscutables. Et après, on l'a dit, ça dépend d'énormément de choses, la charge, le profil, la température, etc. Donc il faut un espèce de modèle qui puisse permettre, par rapport à quelques tests, voilà, ça va marcher dans toutes les circonstances. Mais Et alors il y a encore du justement, travail, je pense. Et oui. on attend beaucoup des constructeurs. Oui, mais alors justement, quelle méthodologie finalement de mesure pourraient proposer les constructeurs? Je crois que Mercedes, Eric Balevier, a travaillé sur cette question d'ores et déjà. Alors oui, on a travaillé sur la définition d'un parcours type d'une 22-23 km avec un certain nombre d'arrêts, une vitesse commerciale, un taux de récupération d'énergie. Alors, quelque chose qui se rapproche le plus possible d'une condition d'exploitation, mais on est bien tous d'accord, tous ici, pour dire qu'il nous faut un référentiel de mesure, parce qu'il y a la consommation du véhicule, qu'on soit tous aptes à se comparer pour donner des vrais chiffres de la consommation. Et ensuite, sur un véhicule électrique, c'est comment on charge et quel est le cyclage des batteries. La complexité, elle est vraiment là. On saura rapidement dire le poids du châssis s'étend, les auxiliaires s'étend, le confort thermique s'étend, avoir un chiffre, il sera bon, il sera pas bon, peu importe, chacun aurait son chiffre. Mais ensuite, derrière, si on ne cadre pas aussi la façon de mesurer la charge des batteries, on aura tous vite faux. Donc il y a une vraie problématique. Il faut être, c'est la moindre des choses, c'est une obligation, on est sur le lancement d'une filière, il faut être transparent. Sinon on peut tous annoncer beaucoup de choses. Ouais. Alors justement, à propos des performances de batterie, hein, les batteries c'est quand même 30% du prix de l'autobus, et en fait elles ne durent que 6 à 7 ans. Et vous, constructeurs, quel progrès vous escomptez en matière de densité de charge et de longévité, et surtout à quel horizon? Benjamin Bailly pour Alstom peut-être? Alors oui, donc comme vous avez pu voir, notre architecture finalement fait que l'ensemble des batteries se retrouvent en toiture sur un espace complètement plat. Ce qu'on a voulu faire, c'est dire, nous, on n'est pas chimistes, les batteries, c'est pas notre spécialité, on les connaît, mais les technologies vont évoluer tellement rapidement qu'on ne veut pas investir sur un type de technologie et qu'on sera capable donc d'évoluer en fonction de l'évolution des technologies. Le but est donc d'avoir un véhicule qui va durer 15-20 ans et d'arriver à mi-vie, à 10 ans, de changer la batterie parce qu'elle sera en fin de vie et de mettre le nouvel état de l'art, la nouvelle batterie la plus performante possible. L'architecture de notre véhicule nous le permet. C'est notre vision. Mais alors justement, ça veut dire que si on se projette dans 7 ans, pour un véhicule qui a été mis en service aujourd'hui, donc on va mettre sur ce véhicule le NEC plus ultra de l'état de l'art des batteries à ce moment-là. Mais est-ce que la compatibilité des batteries de demain restera assurée avec les véhicules d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra éventuellement rétrofiter le véhicule? Et à ce moment-là, comment ça va se passer? Alors, personne ne sait de quoi demain sera fait, mais c'est pas comme Oui, ça qu'on l'a imaginé. c'est pas évident. On a imaginé un système électrique, une architecture électrique qui est compatible avec plusieurs types de technologies de batterie. Philippe Garner, par exemple, pour Volvo, vous avez une réponse sur ce point? J'ai pas encore de boule de cristal, mais Non. on y travaille. Donc effectivement, on essaye d'avoir des systèmes ouverts qui permettent de travailler avec différents types de batteries. Après, je dirais que c'est effectivement difficile de garantir le fait de pouvoir intégrer une technologie future sur des véhicules existants. Après, je dirais que nous, on a une démarche qui est complémentaire et un peu différente. Hein, c'est qu'on prend des engagements sur les lignes.
C'est-à-dire qu'en fait, on fait un relevé de la ligne physique quand la ligne existe déjà. On a une équipe d'ingénieurs en fait en centrale en Suède qui sont extrêmement férus et compétents sur cette partie, je dirais, consommation des véhicules sur les lignes. Ils prennent en compte les facteurs climatiques, etc. Et après, on prend un engagement sur 12 ans et en fait, on en déduit un coût batterie, puisque dans certains cas, comme vous l'avez dit, il faudra vraisemblablement changer la batterie avant l'arrivée à terme des 12 ans. Éric Balevier, chez Mercedes, vous avez déjà une stratégie assez définie sur l'évolution des batteries. Oui. On peut peut-être en parler un petit peu. Alors oui, rapidement, un parti pris un peu différent qui est de dire ce qui fait qu'on ne peut pas switcher d'une techno de batterie à l'autre, c'est toute la partie gestion BMS, enfin gestion de la partie chimie des batteries. Le eCitaro, il est lancé avec une structure. Aujourd'hui, on a une première génération de batteries avec une première capacité, une première densité, une deuxième génération qui est déjà en prévision. Le parti pris des Vobus, Mercedes, c'est de dire la deuxième génération viendra en lieu et place de la première. On aura au choix, c'est encore là, on est dans la boule de cristal. Ça pourrait être moins cher parce que le marché des batteries et de la chimie aura évolué. Dans tous les cas, on va gagner de l'autonomie. Donc d'ores et déjà, on sait que le véhicule d'aujourd'hui, dans 5, 6 ans, il aura plus d'autonomie que ce qu'il n'a aujourd'hui. Ce qu'on ne saura pas faire par contre, c'est switcher d'une batterie, d'une technologie NMC à une batterie LMP. On est sur du design mécanique et de la caractéristique complètement différent. Tout l'enjeu, ça va être de prévoir d'ici quelques temps la possibilité, et surtout prendre l'engagement, c'est pas tout de prévoir, il faut s'engager, à pouvoir switcher sur le même véhicule sur une troisième génération de batterie. Parce qu'il y a fort à parier que dans 6 ans, la deuxième génération sera déjà dépassée. Mais on est vraiment dans cette dynamique. Je vais vous proposer maintenant de revenir un peu sur la question des infrastructures, mais sous un autre angle. L'arrêté du 3 août 2018 prévoit un certain nombre de dispositions concernant le remisage des autobus électriques, comme la distance minimale au périmètre limite de propriété, comme la zone de consignation pour la mise à l'écart d'un véhicule qui aurait subi un choc en cas d'emballement thermique des batteries, comme le sprinklage, puisqu'il faut pouvoir intervenir dans les premières minutes. Ces dispositions entraînent une réduction moyenne de la capacité de remisage des dépôts, souvent de l'ordre de 15 à 20%, et voire davantage selon la topographie de certains établissements. Tanguy Bouton, pour Transdev, comment est-ce que vous appréhendez ce problème, et est-ce que finalement cette disposition réglementaire, qui semble plus sévère chez nous que dans d'autres pays européens, est-ce que ça n'est pas un frein au développement d'électromobilité ? Alors, si, très clairement, aujourd'hui, en France, c'est le cas. Sur la scène internationale, de notre expérience, on n'a pas vu de règles similaires. Même aux États-Unis, qui est un pays quand même qui est très axé sécurité et où les problématiques légales sont bien plus présentes dans n'importe quelle activité. C'est aujourd'hui un arrêté qui est amené à évoluer, on espère dans le bon sens. Maintenant, ça reste comme vous l'avez dit, un frein à l'électromobilité d'une manière générale. Pour le moment, pour les premiers déploiements de lignes, parce que sur ce qui en plus est assez étonnant, c'est qu'il s'applique principalement à des véhicules à charge lente. Des infrastructures de charge rapide en voirie ne seraient pas concernées aujourd'hui. Oui, ce qui paraît assez étonnant finalement. Tout à fait. Et d'autre part, nous, le constat qu'on peut observer chez Transdev, c'est qu'aujourd'hui, donc, on va passer une ligne qui est composée de 10 à 12 véhicules électriques, 12 véhicules en électrique, c'est une logique de ligne, d'électrification de ligne, et typiquement, on va implanter moins de chargeurs que de véhicules pour pas être assujetti à cet arrêté dans les premiers déploiements, le temps que déjà cet arrêté évolue et dans un sens qui soit aussi et qui fasse écho aux obligations de la Commission européenne
sur les quotas et les objectifs de déploiement des véhicules électriques auxquels est aussi assujettie la France. Et chez Keolis, Jean-Marc Ducrot, vous avez eu le problème à Amiens. Vous avez rencontré la chance d'Amiens, c'est qu'on a un difficulté. dépôt ultra C'est du moderne C'est beaucoup qui est plus entièrement facile. neuf, donc on s'est mis parfaitement en conformité par rapport à ce nouvel arrêté. Mais c'est clair que pour un opérateur, cet arrêté est complexe à mettre en œuvre. On suit ce dossier de près avec mes collègues au sein de l'UTP pour essayer de faire évoluer, De faire du lobbying. de faire évoluer et de faire lever certaines contraintes qui sont très pénalisantes pour le remisage notamment des véhicules et sur la perte sur des réseaux historiques, je dirais en centre urbain où c'est là où c'est le plus pénalisant, où la perte de 15 à 20% de place c'est difficile à gérer. Oui, surtout sur des dépôts qui sont implantés de façon stratégique, relativement près des centres urbains, et donc il serait dommage de se passer. Mais à la RATP, là, on est directement sur les hauts le pied. Après, quand vous tout à fait, voilà, décentralisez on majore réseau, les hauts le pied, tout à fait, exactement. Dans le cas de la RATP, Nicolas Cartier, les deux premiers centres bus, Lagny ou Montrouge, donc c'est des centres entièrement reconstruits, mais vous avez également des centres bus historiques. Comment est-ce que vous appréhendez la question par rapport à ces établissements plus anciens? Alors, c'est vrai que quand on a un centre neuf, ils sont déjà équipés, par exemple, de sprinklage, de murs coupe-feu, donc l'arrêté, finalement, il nous a pas créé de difficultés. Et c'est clair que la question de la mise à l'écart des bus accidentés, enfin, il faut absolument, enfin, c'est très compliqué quand on a 10 bus et que il faut trouver une place pour le mettre. Mais on a pris le parti de mutualiser ces aires et surtout pas en mettre une sur chaque site parce que là, effectivement, on aurait perdu beaucoup de place et c'est absolument pas raisonnable et c'est tout à fait gérable de les mettre. Enfin, de toute façon, ça oui, arrive exactement. quand même C'est pas pas une tous les jours. obligation d'en avoir un par centre Ah non, bus. non, il faut surtout pas faire ça parce exactement, que oui. oui, ça serait une catastrophe. Non, parce que nous, notre objectif, pour l'instant, on le tient, c'est de perdre le minimum de place et si possible zéro, quoi. Enfin, donc sur les autres sites, bah, le décret, il nous contraint, ça c'est certain. Donc ça augmente les coûts. Par exemple, on met en place du sprinklage. Bon, le sprinklage, c'est vrai que enfin, en tout cas en intérieur, c'est coûteux. En même temps, c'est pas, enfin, c'est un choix. Après, enfin, c'est un choix technique, mais enfin technico-économique. C'est une assurance aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, enfin même d'ailleurs pas seulement sur l'électrique, mais la question du départ de feu. Alors heureusement, c'est rarissime que ce soit pendant le remisage. Mais on n'est pas, enfin c'est pas si, enfin on n'est pas, il n'y a pas de solution facile quoi. Enfin vider un centre avant que ça brûle, c'est quasi impossible. Donc le sprinklage c'est aussi une assurance sur l'avenir. Donc c'est un coût supplémentaire, ça complique les choses. Si on n'avait pas à le faire, ben ça serait plus simple, c'est sûr. Mais c'est pas non plus complètement aberrant quand on fait un site complet. Alors c'est sûr que pour 10 bus c'est pas raisonnable, mais donc moi j'appelle aussi, enfin s'il y a des évolutions tant mieux, mais si on a une vision globale et on le dit, un nouveau centre en général on le prévoit comme ça. D'accord. Juste à titre indicatif sur Montrouge et Lagny, vous avez enregistré en fait une diminution de la capacité de remisage par rapport à non parce que non. en fait les pertes de remisage ça va être de l'infrastructure supplémentaire, des piliers pour les infras. Là on n'en a pas besoin parce que l'infra est suffisant, donc on peut se mettre sous les plafonds ou dans des murs. Et puis après les bornes, enfin les stations elles prennent de la place, mais on arrive à les glisser, enfin on arrive à optimiser. Puis le dernier point c'est tout ce qui est transformateur, ça prend quand même un peu de place. L'avantage par rapport au gaz, c'est que on peut les répartir. Donc on a plusieurs surfaces à chaque fois, quelques dizaines de mètres carrés. Et en poussant un peu les murs, on arrive toujours à trouver une place. Mais c'est un vrai travail d'ingénierie. Ça prend un peu de temps, mais en s'y prenant bien,
En général, la simple infra-électrique, voire même le sprinklage, ça coûte pas forcément, à condition quand même d'être dans des cas favorables. Il y a des cas où ça peut mal tomber, on est obligé de rajouter un pylône, je sais pas quoi, et là on peut perdre quelques places, mais c'est jamais 10-15%. Enfin ça on évite. Mmh. On va redonner maintenant la parole au constructeur pour parler un peu de TCO. Donc le TCO du bus électrique, l'économie du bus électrique de façon plus générale d'ailleurs. Bon, c'est sûr que le coût d'acquisition, c'est pratiquement pas loin d'être 2 fois le coût d'un véhicule diesel. Bon, on gagne un peu en énergie, mais la différence, ça n'est pas forcément très dimensionnant. Et en maintenance, normalement, on doit également dégager quelques économies, mais là encore, ça risque de ne pas être colossal. Est-ce que l'on peut espérer, avec l'électromobilité, à terme, dégager de vraies économies et si oui, à quel horizon Benjamin Abailly avec Alstom, s'il vous plaît. Voilà. Nous, notre façon de penser, c'était vraiment de dire d'allonger la durée de vie. Allonger la durée de vie, on sait que sur des bus diesel, on avait une certaine durée de vie, on sait que les moteurs diesel ont la durée de vie qu'ils ont, et de par notre expérience et de là où on vient, hein, d'un monde parfois où on a des matériels roulants qui vont rouler 40 ans ou même plus, on a décidé de designer notre véhicule et de designer en tout cas notre architecture électrique, nos composants électriques pour une durée de vie de 20 ans. Et avec cette durée de vie de 20 ans, on pense qu'on arrive, qu'on est capable de démontrer en fait un coût complet équivalent environ à un bus diesel pour les opérateurs, enfin, ou pour les collectivités. Et au niveau de la structure, vous étiez parti dans l'idée en fait de reprendre des éléments structurels du tramway Citadis. Ça a été un petit peu amendé ensuite, mais cela dit, vous garantissez les 20 ans pour la longévité de la structure du véhicule. Oui. Alors, vous pouvez voir le bus, certains l'appellent un bus tram, c'est pas ça, c'est un bus, mais c'est vrai que son design peut faire penser à un tramway. Pour autant, c'est véritablement un bus avec des pièces de bus. Il a fallu effectivement revisiter ce premier concept pour avoir un produit qui est au coût du marché. Éric Balevier pour Mercedes. Oui. On parle d'économie du bus électrique, c'est de l'économie environnementale aujourd'hui, plus que de l'économie financière quand même. La cible, oui, elle est dans un modèle idéal rapidement d'atteindre un véhicule électrique sur sa durée de vie qui est le même coût de possession qu'un diesel. Il nous reste des efforts à faire, il nous reste du retour d'expérience pour pouvoir prendre des engagements aussi, et des engagements qui mettent en risque personne et qui ne soient pas trompeurs. J'ai souvent un chiffre en tête, alors il est récent, mais si on dit qu'un véhicule diesel, un véhicule qui va vivre 15 ans, faire 50 000 km par an, s'il a un coût kilomètre, en comprenant l'investissement, le carburant, la maintenance, l'infra, va être autour d'€1 du kilomètre. Aujourd'hui, un véhicule électrique, en fonction de est-ce qu'il est chargé en bout de ligne par opportunité ou est-ce qu'il est chargé de nuit, va avoir un coût qui va se situer au kilomètre plutôt entre 1,80 € et 2 € de façon réaliste. La cible, un hybride série aujourd'hui qui est plutôt en fin de vie environnementale et sur le coup est autour d'1,50 €. Dès qu'on aura tous gagné le combat sur les batteries, on va se rapprocher très rapidement du 1 €. La cible est là, alors elle peut qu'être là, si on veut que la filière marche. Philippe Garner, pour Volvo, votre vision de l'évolution de l'économie du bus électrique. Je dirais pour certaines lignes, je pense qu'on peut déjà y être sur des exploitations en fait longues, donc supérieures à 12 ans, avec des véhicules qui font énormément de kilomètres. Peut-être aussi avec du système de recharge par opportunité, parce qu'effectivement on a moins de batteries. Donc je dirais que pour nous en fait c'est vraiment en fait des choses qui sont liées à la ligne et qui sont liées également en fait au coût des batteries, et le coût des batteries il est en diminution importante. Donc je dirais qu'on peut déjà aujourd'hui arriver sur certaines lignes à l'équilibre et sur d'autres on n'y arrivera jamais. Pour la maintenance, l'électromobilité, c'est clair, c'est un nouveau métier. La présence de la haute tension sur les véhicules nécessite des formations, nécessite des habilitations spécifiques. C'est assurément
un challenge nouveau pour les opérateurs. Vous, les opérateurs, comment vous vous préparez par rapport à ça? Et je demanderais bien volontiers après aux constructeurs comment ils envisagent d'accompagner ou comment ils accompagnent déjà en fait les opérateurs dans ce challenge. Les opérateurs d'abord peut-être, on peut commencer par Tanguy Bouton pour Transdev. Oui, bien sûr, merci. Donc, il est clair qu'un des facteurs clés de succès pour le bon fonctionnement d'un système électrique dans notre activité de transport de personnes reste basé sur des personnes, justement des humains, des hommes et des femmes, qui sont derrière un volant, qui sont derrière des outils, et qui permettent de faire en sorte que le système soit viable et respecte ses engagements en termes de disponibilité. Un des points critiques pour le déploiement d'un système en bonnes conditions, ça va donc rester de former les personnels de conduite et de maintenance avant que le contrat ou que le projet commence en situation opérationnelle. Ça passe donc par des phases de test avec des véhicules, qui peuvent être des véhicules de pré-série ou des véhicules de démonstration, avec lesquels on va pouvoir former d'une part nos conducteurs à la prise en main de ces véhicules, qui ont souvent un peu plus de masse en toiture et un comportement routier différent avec plus de couple, et comment baisser en fait les consommations aussi avec tout ce qui est éco-conduite. Et d'autre part, pour le personnel de maintenance, le plus souvent, ça va consister à l'envoyer en formation chez le constructeur afin d'internaliser la maintenance et de se munir d'un pack outillage qui permette de stocker, de lever, de remplacer des batteries, d'avoir des outils isolés. On parle aussi d'équipements de sécurité qu'on peut retrouver dans le milieu du tramway, typiquement des perches anti-choc électrique, étant donné que ça reste le moyen pour intervenir le plus rapidement en cas d'accident. C'est donc former des hommes et des femmes et avant que les véhicules, que les systèmes soient mis en exploitation. Nicolas Cartier pour la RATP, compte tenu de l'envergure du plan bus 2025, la maintenance, c'est quelque chose qui est un vrai challenge pour vous? C'est un vrai challenge, effectivement. Enfin, Tanguy a complètement raison. Il faut se préparer à l'avance. Il faut former, il faut accompagner. Je dirais que le fait qu'on soit passé par l'hybride, ça nous a déjà un petit peu aidé parce que, par exemple, les habilitations à l'intervention sous tension, enfin, ou comment intervenir sur une batterie en tension, ça, on l'a fait déjà pour l'hybride. Donc, on s'est familiarisé avec ce savoir-faire. Et que ce soit pour le matériel roulant, mais aussi pour les infrastructures, le fait d'avoir du tramway ou du métro aussi, c'est un avantage parce qu'il y a des compétences électriques qu'on va avoir dans le groupe qui vont nous aider à appréhender. Mais ça n'empêche pas que il faut évidemment le préparer, l'accompagner. Il y a beaucoup de travail. Il y a un point qui est plutôt positif aussi, c'est que en général il y a un accueil favorable de ces nouvelles technologies, hein, parce que on arrive vers quelque chose de moderne, de propre. Enfin, c'est quelque chose qui est apprécié, donc on peut. C'est un facteur plutôt favorable. Après, il y a des vraies questions, et puis le métier ne change pas complètement, mais il évolue de manière assez significative, et aussi clairement la maintenance sera moins importante, hein, donc ça veut dire qu'il faut recycler. Enfin, on a l'avantage, enfin pas que les batteries, mais aussi, enfin les mainteneurs notamment, et donc bon, on a l'avantage d'avoir une masse et en le préparant, il n'y a pas de plans sociaux évidemment, mais donc il faut lever les inquiétudes et accompagner proprement. Mais enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Enfin, mais ça s'anticipe. Éric Baldevier, vous souhaitiez intervenir par rapport à cette question? Oui, alors j'en suis désolé de te prendre la parole, Jean-Marc. Il y a une contrainte qui va me bloquer côté déplacement. Il faudra que je vous quitte. Mais pardon. Cette question, oui, on parle du recyclage, alors pas forcément de la main-d'œuvre ou des ressources, mais de l'évolution. Nous, on l'aperçoit fortement. On parle du coût de maintenance. Si le coût de maintenance diminue, c'est que les opérations de maintenance diminuent. Si on veut rationaliser ça. On enlève tout le groupe motopropulseur, donc on enlève moteur bois de pont, on va enlever du refroidissement,
des pièces d'usure, les métiers vont changer. Donc c'est aussi notre rôle, nous, d'accompagner, de diagnostiquer ensemble pour dire comment ça va évoluer demain. Nous, côté concession, côté point de service, le métier va changer. On va vraisemblablement aller vers plus de contrats de full service, de full maintenance, mais sur une période transitoire pour rassurer, pour lancer la filière. Ensuite, les exploitants, les opérateurs vont se réapproprier ces actes de maintenance, mais on va avoir une période vraiment de transition sur l'évolution des métiers. Alors, on s'y prépare, on s'est formé, on s'est habilité au travail sous haute tension. Ça, aujourd'hui, on sait tous le faire. On se prépare aussi à être en mesure d'auditer une organisation d'un atelier, d'un exploitant, d'un service technique, pour voir comment prévoir dans les années à venir à accompagner. Alors, il n'y a pas d'urgence à le faire, mais il faut le commencer maintenant si on veut arriver au bon moment quand l'impact sur la maintenance sera là. Jean-Marc Ducrot, l'IMC InMotion Charging, vous qui exploitez des trolleybus à Lyon, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les réseaux de trolleybus actuellement. Si on pense à Esslingen, Zurich, Eberswald, et ce qui est intéressant, c'est que Berlin, qui ambitionne d'avoir 100% de son parc full électrique en 2030 et qui n'a pas de réseau de trolleybus présentement, va faire un test sur une ligne à fort trafic du côté de Berlin-Spandau. L'IMC, comment est-ce que vous vivez ça? Quels sont les espoirs que cette technologie pourrait susciter? Comme vous venez de le dire, Philippe, il y a deux configurations. Il y a soit le réseau était déjà existant, donc c'est le renouvellement du matériel qui va se faire en IMC. Sur Lyon, avec Citral, on est en train d'analyser cette phase de transition de matériel. Et c'est vrai que l'IMC offre entre 30 et 40% de possibilités de rouler en mode pur électrique, complètement déconnecté du réseau électrique, et permet, dans certains cas, de pouvoir nettoyer des sites urbains historiques qui sont des fois rendus un petit peu disgracieux par une accumulation de fils liés à la connexion du véhicule via son caténaire. Après, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui des villes aussi qui n'ont pas de trolley historiquement et qui sont intéressées par cette technologie. C'est clair, c'est indéniable. Donc le trolley MC peut avoir un bel avenir devant lui. Mon temps de parole est... Non, je crois que c'est le temps de la table ronde qui malheureusement est épuisé. Il nous reste peut-être quelques minutes pour des questions dans la salle. S'il y a des questions dans la salle, non, malheureusement, c'est pas possible. Eh bien non, c'est pas possible. Bon, il me reste en tout cas à vous remercier infiniment, remercier les intervenants. On peut les applaudir absolument.